Bonsoir à tous, mardi 19 février, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Les actes antisémites en recrudescence, ils ont augmenté de 74% en France l'an passé, alors qu'une marche pour contrer le phénomène se déroule ce soir partout en France. Les habitants et représentants des cultes de Poissy se sont réunis dès dimanche. Invité de ce journal, le rabbin saint-quentinois Mendel Nissenbaum. 1er janvier 2020, date de la naissance officielle de l'université Paris-Saclay. 7 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'UVSQ, constitueront notamment cette entité. Un point d'étape a été fait ce matin par les acteurs du dossier à Paris. Nous étions sur place. Et puis à 3 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, direction Ophargis, une ferme s'est engagée dans cette démarche, une production respectueuse de l'animal et de l'environnement. Le site a reçu récemment la visite de la députée des Yvelines, Aurore Berger. Des actes antisémites en augmentation d'après les derniers chiffres révélés. Dernière en date, la profanation aujourd'hui d'un cimetière juif en Alsace. On parle de ce phénomène avec mon invité, le rabbin Mendel Nissenbaum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué du Bet Lubavitch à Montigny-le-Bretonneux. Alors pour contrer ce phénomène d'antisémitisme, des marches sont organisées partout en France. Ce soir, une union contre l'antisémitisme à l'appel de 14 partis politiques. Et dimanche, c'est à Poissy que l'on organisait un rassemblement en présence des représentants des cultes religieux. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Mélanie Poquet. Ils ont planté un érable pour la paix. Les représentants des différents cultes pissiaquais ont répondu présents après les événements contre des lieux de culte, de mémoire, qu'ont connu la France et les Yvelines. Je trouve formidable que le maire, M. Carl Olive, ait répondu à l'appel, à sa façon, à l'appel que j'avais lancé, que chaque mairie plante un arbre. Et puis on a senti des vibrations de fraternité ici, par-delà les cultes des uns des autres, par-delà même l'absence de religion, mais la volonté de vivre quelque chose ensemble. La partie cachée étant la racine, c'est-à-dire la filiation. Quand aux deux autres parties, il y a le tronc et il y a les branches. Et quand les branches se chamaillent, c'est parce qu'ils ont oublié le tronc par lequel qui les supporte. Et là, il faut dire stop parce que la France, notre belle République, ce n'est pas cela. La France, il faut se tenir debout pour le bien vivre fraternellement ensemble. Nous sommes juifs, nous sommes catholiques, nous sommes musulmans, nous sommes flics, nous sommes protestants, nous sommes tolérants, nous sommes ensemble. C'est au cœur du jardin de l'Olivier que l'arbre a été planté, un lieu pensé par les cultes monothéistes et la ville de Poissy en 2016. Il est nécessaire, je pense, que nous montrons que chaque fois que quelqu'un est attaqué, est atteint, montrer notre union, notre désaccord et notre fraternité doit s'exercer au quotidien, dans des petits gestes. En 2018, les actes à caractère antisémite étaient en hausse de 74%. Le rabbin Mendel Nissenbaum en plateau avec moi, délégué du Bet Lubavitch de Saint-Quentin en Yvelines. Une réaction sur ce sujet déjà, c'est important qu'il y ait ce genre de rassemblement. Évidemment, ce genre de rassemblement est extrêmement important puisque ça montre justement qu'on veut combattre l'intolérance. On sait que notre République est juste pour la tolérance. Toutes les communautés ont toujours vécu ensemble en France, à Paris et même à Saint-Quentin en Yvelines. Donc ce rassemblement montre bien qu'on est tous pour la tolérance et pour le même but. Avec la présence des élus, vous parliez des autres cultes religieux aussi. On a parlé sur ce plateau la semaine dernière des actes islamophobes. Il faut que les religions soient unies face à ce genre d'actes qui sont perpétrés en France. Oui, bien sûr, puisque c'est antisémite, anti-juif cette fois-ci. Mais c'est les religions en soi qui sont concernées, c'est toutes les religions ensemble. Nous avons besoin d'être unis, un combat qui va être ensemble pour la tolérance, pour qu'on puisse accepter les uns les autres, qu'on puisse accepter. Majoritairement, les religions s'acceptent, les religieux s'acceptent. Il y a quelques mouvances diverses et variées par-ci par-là, mais on doit montrer quel est le vrai chemin. Et vous l'avez dit, à Saint-Quentin-en-Yvelines, ces relations entre les religions marchent très bien. C'est un exemple ici à Saint-Quentin. Saint-Quentin-en-Yvelines est un très bel exemple, puisqu'il n'y a pas de problème sur Saint-Quentin-en-Yvelines, que ce soit au niveau antisémite ou même niveau juif. Notre local ici est tout près de l'église évangélique, donc il n'y a vraiment aucun problème. Ce soir, des marches partout en France organisées, dont la principale à Paris, place de la République. La meilleure réponse à apporter, c'est que les personnes viennent en nombre pour se rassembler. Oui, bien sûr que les personnes viennent en nombre, pour bien montrer que ces groupuscules ou ces personnes isolées restent vraiment des personnes isolées et que nous sommes pour la tolérance et pour le vivre ensemble.
Je disais tout à l'heure, recrudescence des actes antisémites en France en 2018, plus 74%. De nouveaux cas qui ont été perpétrés la semaine dernière, ces derniers jours, l'inscription du mot juif en allemand sur une enseigne à Paris, l'arbre planté aussi en mémoire d'Ilan Halimi en Essonne qui a été retrouvé scié, les portraits de Simone Veil recouverts de croix gammées et ce cimetière juif profané aujourd'hui en Alsace. Quand vous voyez tous ces actes plus de 70 ans après la Shoah, quel est votre sentiment ? Alors, il y a un sentiment, je vais dire d'inquiétude. Un sentiment d'inquiétude parce que l'histoire du peuple juif en France est très ancienne. Depuis le Moyen-Âge, il y a le grand auteur Rachi qui vivait à Troyes, en Champagne, qui était lui-même un vignoble. Donc l'histoire du peuple juif en France est très ancienne. Il y en a toujours eu des juifs en France. Et la France fait partie aussi de notre histoire, de notre vie. Nous avons toujours vécu en France. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette inquiétude qui est de ce vivre ensemble qui est aujourd'hui remis en question. Vous parlez d'inquiétude, justement, vous qui êtes au contact de la communauté juive de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi ce que ressentent ces fidèles en ce moment, c'est de l'inquiétude, c'est le sentiment qui ressort ? Oui, c'est-à-dire on est préoccupé, on veille l'histoire, on veut voir comment ça va sortir en fin de compte, qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, évidemment, il n'y a pas de vraie crainte. La République fait tout en sorte pour que les choses se passent bien. Les forces de l'ordre sont toujours présentes. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, mais une inquiétude. Est-ce qu'il y a aussi une peur d'exercer son culte ou on n'en est pas encore à ce point-là tout de même ? Non. Donc, comme je disais, il n'y a pas de peur. On regarde. Il y a un regard, il y a une inquiétude, mais pas de peur. Alors, des actions spontanées ou organisées pour soutenir la communauté juive, des gestes qui restent symboliques. Est-ce qu'il y a, selon vous, des choses à faire, peut-être davantage de sensibilisation, d'éducation aussi auprès des plus jeunes ? Quelles actions pourraient être mises en place pour endiguer ce genre de phénomène ? Alors, tout d'abord, bien sûr qu'il y a des actions de sensibilisation qui doivent être faites. Expliquer, dire, raconter, parler. Que ce soit fait dans les écoles, que ce soit fait pour les plus jeunes, que ce soit fait dans le milieu social. Il faut que ce soit fait pour comprendre qu'il y a des différences, il y a des personnes qui vivent différemment, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont réellement différentes. On peut tous vivre ensemble exactement de la même manière, justement savoir reconnaître l'autre et le connaître également. Et en tout cas, un projet qui est en réflexion, celui de pénaliser l'antisionisme, c'est-à-dire le fait d'être hostile à l'État d'Israël. La question est portée par un député de La République En Marche. Est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que finalement l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme ? Si on regarde l'antisionisme en soi, on peut dire non. Mais si on regarde réellement sur les faits, tout ce qui a touché l'antisionisme a touché l'antisémitisme. Il n'y a pas eu de différence. Aujourd'hui, il y a un amalgame entre les deux. Donc l'antisionisme est devenu l'anti-juif et donc antisémite. C'est pour ça, pénaliser ou pas, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux choses se ressemblent et se semblent elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est exactement le même fait. C'est un projet qui est en tout cas en réflexion. Si on doit terminer cet entretien, vos espérances sur ce phénomène, quelles sont-elles, vos espérances aujourd'hui ? Mes espérances, c'est qu'on puisse revivre tous ensemble. J'ai grandi à Paris, je suis né en France et je veux y rester. Je veux qu'on puisse continuer à vivre dans cette harmonie comme ça a toujours été et faire grandir mes enfants exactement de la même manière. Merci Mendel Nissenbaum d'être passé sur ce plateau, rabbin délégué du Beth Lubavitch à Montigny-le-Bretonneux. Dans l'actualité du jour, l'accusation d'une avocate du barreau de Paris qui vise le tribunal de grande instance de Versailles. Dans les colonnes du Parisien, Caroline Mécari dénonce l'attitude du TGI sur la question de l'adoption homoparentale. Selon elle, dans le cas d'un couple homosexuel, le tribunal s'opposerait systématiquement à l'adoption par le conjoint d'un enfant né d'une PMA. Une magistrate ferait prévaloir son opinion personnelle sur le sujet. D'après l'avocate, de son côté, la chancellerie du TGI se défend en indiquant que tout jugement rendu sont motivés par des arguments de droit. Le projet de l'université Paris-Saclay se dévoile. Ce mastodonte de l'enseignement supérieur doit voir le jour le 1er janvier 2020. 3 universités dont l'UVSQ, 4 grandes écoles et des organismes de recherche qui composeront au total cette entité de 65 000 étudiants. Ce matin à Paris, sur le campus AgroParisTech, les différents acteurs du dossier ont fait le point et nous avons interrogé la présidente de l'université. Les images sont signées Nicolas Dandry.
Un pas de plus chaque mois d'ici 2020, l'université Paris-Saclay qui se formalise, qui se construit petit à petit pour une naissance au 1er janvier 2020. Bonjour Sylvie Retailleau. Bonjour. Toute récente présidente de l'université Paris-Saclay. Alors à quelques mois de la naissance de cet établissement, où en est-on concrètement aujourd'hui ? Alors on en est sur une trajectoire concrète de la création, comme vous l'avez dit, de l'université Paris-Saclay, qui va se faire officiellement au 1er janvier, mais que l'on préfigure déjà cette année. On a déjà, depuis 2015, des mentions de master des écoles doctorales, et là on construit pour déposer des maquettes en juin, les licences, les masters, les écoles doctorales de l'université Paris-Saclay, et la cartographie des 280 laboratoires qui vont constituer cette grande université Paris-Saclay. Qui va se mettre en place au 1er janvier, des universités membres au début comme l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui sera intégrée progressivement d'ici 2025. Les premiers objectifs, quels sont-ils pour cette université ? Les premiers objectifs, c'est vraiment, et c'est un objectif partagé entre ces trois universités, puisque je compte Paris-Sud qui va se fondre dans Paris-Saclay et les deux universités, dans un premier temps, Évry et Versart partenaires, mais qui vont s'intégrer en 2025, et les 4 écoles. Et c'est un objectif partagé de vraiment encore plus mettre au cœur l'étudiant, la formation dans toutes ces diversités et une recherche de très haut niveau qui va avoir effectivement une répercussion, une renommée, un rayonnement mondial. Et je pense que c'est d'abord et une ambition partagée de l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Et vous l'avez dit, même si cette université naîtra au 1er janvier, il y a déjà des diplômes qui sont délivrés. Tout à fait. La Commu, qui est un établissement EPSCP, donc avec le droit d'accréditer, de délivrer, délivre déjà aujourd'hui 100% de nos écoles, de nos diplômes de doctorat, et donc avec les écoles doctorales communes. En gros, 80% des mentions de master sont dès aujourd'hui communs. Donc c'est vraiment une co-construction progressive, et c'est pour ça que cette université sera d'ailleurs une université expérimentale. Et au 1er janvier 2020, c'est un nouveau pas concret, fort, mais qui va continuer à évoluer pendant les 10 ans d'expérimentation de cette université. Alors dans cette université Paris-Saclay, 3 universités, 4 grandes écoles, des organismes de recherche également. Comment on harmonise le tout ? Comment c'est possible d'harmoniser le tout ? Alors comment on harmonise le tout ? Je crois naturellement en essayant de partager des valeurs, de donner un sens au projet avec les communautés et de voir pour chacun la valeur ajoutée. Et je crois qu'aujourd'hui, alors on a ces 4 écoles et 3 universités qui formeront vraiment les membres fondateurs de l'université Paris-Saclay, et on a la chance, mais parce qu'on l'a créé, nos chercheurs l'ont créé, d'avoir le partenariat très fort avec nos 6 plus l'IHES, organismes nationaux de recherche, qui ne sont pas intégrés évidemment dans l'université Paris-Saclay, mais qui sont avec un partenariat, je dirais, non pas classique comme toute université, mais renforcé. Donc ensuite, ce sont ces acteurs d'école et d'université, et c'est une étape d'acculturation que nous commençons à construire pour vraiment au bénéfice d'abord de l'étudiant, des étudiants, de la recherche et du monde socio-économique avec les défis et les enjeux que nous allons relever. Et d'ici ce 1er janvier 2020, quelles sont les étapes désormais ? Quel est le calendrier ? Alors le calendrier, il est en cours. Il y a bien sûr les statuts qui vont être un moment fort. On va voter les statuts dans les CA, les conseils d'administration de tous nos établissements autour de l'été, avant l'été, ce qui va nous permettre d'avoir un décret de création, on vise novembre, pour pouvoir élire les conseils, le conseil d'administration, le conseil académique de l'université Paris-Saclay avant Noël, pour pouvoir avoir la création statutaire de cette université en janvier 2020. Deuxième calendrier, c'est la création concrète avec les directions, les services, parce que d'abord, derrière l'université, il y a des gens, des personnes qui font fonctionner l'université. Et donc aujourd'hui, on est en train de construire non seulement, bien sûr, les formations, les labos avec les chercheurs, les enseignants-chercheurs, mais les personnels administratifs et techniques qui font toutes les fonctions support, soutien, qui sont la force de notre université. Et donc on est en mode préfiguration de ces directions, de ces fonctions communes, de ces mutualisations. Et on a aussi un calendrier de préfigurateur de directrice ou directeur général des services, préfigurateur des directions de services, et tout ça pour pour mai, juin, juillet, pour pouvoir commencer à préfigurer le mode de fonctionnement. Une dernière question, il y a un deuxième grand pôle qui est aussi en train de se créer sur le plateau de Saclay. On a connu le nom tout récemment, New Uni, autour de l'école polytechnique notamment. Comment va se placer l'université Paris-Saclay ? Quelle stratégie ? Est-ce que ça va être un collaborateur, ce New Uni, ou un concurrent ? Donc le New Uni, c'était le nom de code jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on sait qu'il s'appelle Institut Polytechnique de Paris. Donc effectivement, on aura 3 établissements issus de la Commu
l'Université Paris-Saclay 2020, avec les membres dont on a parlé, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC, qui faisait partie aussi de la commu, qui sera un troisième établissement partenaire des deux autres établissements aussi. Alors, l'Institut Polytechnique de Paris, comme c'est un autre établissement, chacun aura sa stratégie, donc concurrence ou compétition, comme tous les établissements. Mais aujourd'hui, pour moi, la compétition, elle n'est absolument pas nationale, encore moins territoriale, elle est absolument à l'international. Et donc, il est évident que ça sera aussi un partenaire fort par sa géographie, par son emplacement, par sa puissance de frappe comme les nôtres. Et d'abord un partenaire pour que ce soit la France, sa formation et sa recherche qui rayonnent à l'international. Merci Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Saclay. Retenez cette date, le 1er janvier 2020, date de la création officielle de cette université. Et dans cet établissement, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines aura un statut particulier en janvier. Elle sera université membre. Son intégration et sa disparition définitive dans l'université Paris-Saclay doit intervenir au plus tard en 2025. Écoutez les explications du président de l'UVSQ, Alain Buis. C'est quelque chose de totalement inédit, c'est un statut hybride qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, ce qui fait que l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines va à la fois participer pleinement à la gouvernance de la nouvelle université expérimentale Paris-Saclay dès 2020, tout qu'en continuant à exister en tant qu'université avec son propre budget, en gérant ses ressources humaines et avec son autonomie. Donc c'est juste une mécanique qui permet de participer pleinement à la construction de l'université dès 2020 et de préparer notre intégration, la fusion de l'ensemble de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines vers l'université Paris-Saclay au plus tard en 2025. Et ce processus d'intégration a déjà démarré. L'ensemble des doctorats et 70% des masters par l'UVSQ sont déjà des diplômes université Paris-Saclay. Une formation numérique et prototypage rapide, enseignement organisé par le Skilab de la Verrière en collaboration avec l'Institut des Mines Télécom. Les projets dans ce cadre ont été restitués cette semaine, la fin d'un cycle de formation qui a duré 4 mois pour ces demandeurs d'emploi. Nicolas Dandry. De la station météorologique connectée à la boîte de croquettes pour chats intelligente, les projets développés par les personnes en formation au Skilab, une formation à la fabrication numérique et au prototypage rapide. Cette jardinière, elle arrose automatiquement les plantes avec ce tonneau grâce au capteur d'humidité qui se trouve planté ici. Un capteur de lumière pour apporter la lumière nécessaire à la plante. Elle est très orientée sur le travail collaboratif, donc elle permet vraiment d'expérimenter le fait de travailler en groupe. Toute la partie 3D qui a été pour moi vraiment super intéressante avec la fabrication de cette sphère en 3D et le bac également, et puis après toute la logique des composants, comment on gère un programme, comment on active les différents actionneurs. Ces 15 personnes demandeurs d'emploi ont suivi une formation de 4 mois à travers plusieurs MOOC, des cours en ligne et des ateliers au Skilab, une formation menée par l'Institut Mines Télécom avec comme objectif venir complémenter des compétences pour avoir une meilleure employabilité sur le marché de l'emploi et donc retrouver plus facilement du travail. On s'est associé aussi avec Lab 699 qui est une entreprise sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui fait de la formation numérique. Et donc la formation au Skylab est réalisée par un bénévole et Raymond qui est sa propre société qui est 699. Imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse numérique et robotique, plusieurs machines au Skilab de la Verrière utilisées durant la formation, des outils toute l'année à disposition des 300 membres de l'association. Une certaine émotion hier en salle du conseil municipal de Trappes. La CPG-CATM, une association d'anciens combattants, a remis son drapeau à la ville. Cette section d'anciens de la Seconde Guerre mondiale et des conflits en Algérie, Tunisie et Maroc a été créée à Trappes en 1997. Elle n'a désormais plus d'adhérents et a souhaité remettre son drapeau associatif. Les propos sont collectés par Aurélie Ronce. Petit à petit, les PG se sont éteints. Aujourd'hui, ce sont des CATM qui disparaissent. C'est la vie. Nous ne pouvons pas nous opposer à ce qui se passe, au décès d'un des nôtres. On ne peut que se souvenir des bons moments que nous avons passés ensemble.
C'est un symbole qu'une association qui a œuvré pendant plus de 15 ans sur la ville remet le drapeau, les couleurs. Il y aura toujours une pensée qui sera toujours dans la salle du conseil pour, quand les personnes viennent au conseil, voir qu'il y a les couleurs qui sont disposées et c'est un souvenir. L'événement attire toujours à Paris. Le salon de l'agriculture s'ouvre ce samedi et à quelques jours du début de l'événement, direction Auffargis. La ferme de la Petite Ogre recevait la députée Aurore Berger pour lui faire part de ses difficultés rencontrées dans la volonté de production naturelle et respectueuse de l'animal. Les détails avec ce sujet de Marilène Yapichino. Elles ont la chair noire et les os noirs. Des poules Faverolles, des cochons gascons et du roc. La ferme de la Petite Ogre à Auffargis s'emploie depuis des années à réintroduire des espèces menacées. Dans un souci d'élevage le plus naturel possible, Éric Sanso apparaît en exemple dans le bien-être animal. Je réintroduis toutes ces espèces pour montrer qu'avec une nourriture commune, un espace, un environnement commun, on a quand même une spécificité génétique et donc on a un goût différent en fonction des espèces. Dernière victoire en date, la naissance de 2 petits veaux aurochs, une espèce préhistorique. Détendues et sereines, comme toutes leurs voisines d'étable, par radio classique. Donc je peux vous dire que c'est uniquement la musique classique qui les appelle. Dans une dynamique d'échange et de questionnement autour du bien-être animal, Aurore Berger a répondu à l'invitation de l'éleveur. Une journée pour aborder un sujet d'actualité, l'abattage. Ici, tout est fait dans la vie de l'animal pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles en termes de reproduction et en termes d'élevage. Mais à partir du moment où l'animal est transporté jusqu'à son abattage, il y a un certain nombre de questions qui se posent pour vérifier la traçabilité, la manière avec laquelle l'animal va être considéré et jusqu'à son abattage. La jeune association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité, AFAD, était présente pour apporter son expertise. Il n'y a aucun abattoir aujourd'hui en France qui est vraiment digne de ce travail de qualité qui est effectué. Alors il y a des abattoirs qui travaillent bien, mais aujourd'hui le niveau il est quand même largement en deçà de ce qui devrait être en termes de bien-être animal. L'AFAD réfléchit à des abattoirs mobiles qui permettraient de supprimer le transport de l'animal, lui permettant une fin de vie digne et sereine. Et toujours sur ce thème de la cause animale, des militants de l'association Zoopolis se sont réunis hier devant la préfecture des Yvelines à Versailles. Une quinzaine de membres vêtus de masques, ces manifestants dénoncent la présence d'animaux dans les cirques. Le groupe est moins connu aujourd'hui, mais 50 ans plus tard, Ange est toujours là. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. La formation de rock français a entamé une tournée de 2 ans pour son anniversaire et elle s'arrête à la batterie de Guyancourt. Et oui, et le groupe a même sorti un nouvel album en 2018. Heureux, c'est son titre et c'est le 44e album du groupe. Alors bien sûr, les membres se sont renouvelés avec les années, mais il y en a un qui est toujours là, Christian Descamps, 72 ans, l'un des fondateurs et le chanteur du groupe. Alors en 1969, Ange est créé et connaît la gloire dans les années 70. Il a fait notamment la première partie de Johnny Hallyday en 72. Il joue au mythique festival de Reading en 1973 et le même jour que Genesis, le groupe de Peter Gabriel. Imaginez, Grégory. Alors les années 70, ce sont 6 disques d'or et 6 millions d'albums vendus. Ange, c'est du rock progressif. Alors, pour les nostalgiques ou les novices, Ange, c'est ce vendredi 22 février à la batterie de Guyancourt. Une bonne occasion d'écouter la voix si caractéristique de Christian Descamps, comme on vient de l'entendre. Aujourd'hui, il est accompagné de son fils Tristan, Thierry Sidoum, Benoît Casolini et Hassan Hadji. Merci Mélanie Poquet, que l'on retrouvera à la présentation du 7-8 Culture. La culture à l'honneur, justement, celle de la Chine le week-end dernier à Verneuil-sur-Seine. La commune accueillait la 2e édition du Nouvel An chinois, initiative de l'école du Dragon Bleu qui enseigne les arts martiaux et le kung-fu traditionnel, danse de lion et du dragon géant. Et démonstrations étaient au programme, plus de 1000 personnes ont participé à l'événement. Trouver le meurtrier, le but de la Murder Party sur le thème de la Saint-Valentin à la salle de la Tour de Voisin-le-Bretonneux. Les joueurs ont tenté dimanche de résoudre l'énigme. Retour sur ce grand jeu de rôle avec Patrick Jacques de Dixmude et Manon Varaldo. Qui est le meurtrier ?
Voici la question que les joueurs se posent avec ce Cluedo grandeur nature pour la mortelle Saint-Valentin. C'est une nouvelle murder party, la 17e, organisée par la compagnie des Tisseurs de Songes. Aujourd'hui, 11 comédiens qui jouent les suspects. Il y a une 50aine d'indices qui sont dissimulés dans l'espace de Coville. Les participants doivent trouver l'assassin de Valentin Lafont. Pour lancer le jeu, un petit film avec la victime est présenté aux joueurs. Il organisait donc une soirée, un speed dating pour les gens en recherche d'amour. Et visiblement, là, il a reçu un appel d'une personne un peu agressive, qui le mettait en danger. Et il y a quand même un doute qu'il y ait quelque chose d'un peu pas catholique sur cette histoire-là. Cette murder party a demandé 1 mois et demi de préparation et la participation de 11 comédiens amateurs et professionnels, un vrai défi narratif pour eux. Je m'intéresse au speed dating et c'est dans ce cadre que j'ai atterri ici. Donc Cupidon, évidemment, c'était un bon moyen de m'introduire dans les soirées speed dating pour observer ce qui s'y passe. Mais malheureusement, il s'est produit un drame. Nous avons les éléments de notre vie, mais nous n'avons pas plus d'éléments que ça. Les joueurs déambulent dans l'espace de Coville, ils tentent de résoudre le mystère et interrogent les protagonistes. La technique, c'est bien écouter, regarder, bien cibler les bons indices et après ça coule tout seul. 115 personnes étaient présentes par session de jeu, 2 heures d'enquête, de rebondissement, d'intrigue à partir de 10 ans. À la fin du 7-8 journal, belle soirée avec TV78.